Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus dans Ça vous regarde. Au sommaire ce soir, et si les enfants éduquaient leurs parents sur le climat? Grève scolaire mondiale aujourd'hui, marche du siècle contre le réchauffement climatique demain. Partout, les moins de 20 ans nous réveillent. À quoi assiste-t-on précisément? Un printemps climatique? Un vent de révolte comparable à mai 68? Quand la jeunesse hurle à l'urgence, quelles conséquences politiques? Notre grand débat à suivre avec nos 4 invités. Le grand débat national, lui, est terminé. En tous les cas, son premier acte des conférences de citoyens tirés au sort vont maintenant prendre le relais. Mais gare à la saturation, au trop plein de consultations, le niveau des attentes monte à mesure que le gouvernement gagne du temps. On vous explique tout dans Ça fait le débat, notre mag hebdo sur le grand débat national dans la deuxième partie de cette émission. Et puis comme chaque soir, vous retrouverez tous vos rendez-vous, bien sûr, Plus belle la politique, Ahmed Tazir et le Zoom de la rédaction. Le vote sur la privatisation de l'aéroport de Paris qui a eu lieu hier soir au terme d'un très long débat musclé. Vous allez le voir. Voilà donc pour le programme. C'est parti. Hashtag CVR, hein, n'oubliez pas, pour réagir avec nous en direct sur les réseaux sociaux. Bienvenue sur ce plateau, Antoine Soulas, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 22 ans et vous êtes l'un des leaders du mouvement de grève scolaire pour le climat à Paris. Vous êtes étudiant en mathématiques, en physique et en philosophie à l'École normale supérieure, cofondateur du collectif Désobéissance écolo Paris. Vous allez nous raconter, au fond, le cheminement de votre engagement. Julien Bayou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. En face de vous, Bruno Millienne, bonsoir à vous. Bonsoir. Député MoDem des Yvelines. Et j'accueille enfin Michel Fize. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste de la jeunesse, ancien chercheur au CNRS et auteur de ce dernier ouvrage que je montre à l'écran, Mai 68 n'a jamais existé, un titre provocateur aux éditions LGO. On en parlera de 68 avec vous. Je vous donne la parole, on a du temps pour débattre ce soir, mais dans quelques minutes, seulement parce que Ahmed Tazir nous attend, comme tous les soirs. Bonsoir, bonsoir. Ahmed. Dans Plus belle la politique, ce soir, une liste de plus, tiens, une liste de plus à gauche dans cette course aux européennes, et surtout la déclaration de candidature d'une ministre, comment dire, pas du tout téléguidée. Il est né le divin enfant, un nouvel homme politique est né. Raphaël Glucksmann, l'essayiste, a annoncé aujourd'hui sa candidature aux européennes. Il se propose pour prendre la tête d'une liste de rassemblement de la gauche soutenue par le Parti socialiste. Le fondateur de Place Publique, âgé de 39 ans, a tenu une conférence de presse. Le PS doit approuver le principe de constituer une liste d'ouverture tirée par Raphaël Glucksmann. Elle comprendrait une parité entre les candidats issus du PS et les autres, objectif du candidat, dépasser la vieille social-démocratie. Hier, on a regardé la télé, Marine Le Pen sur France 2, du classique, mais aussi des corrections. Il y a un peu plus d'1 an, Marine Le Pen était contre les 11 vaccins obligatoires, parce que selon elle, c'était pas utile et ça allait enrichir les labos pharmaceutiques. Dans l'émission politique, elle réitère ses propos en disant que la rougeole était un vaccin obligatoire avant 2018, ce qui est faux. Il était recommandé seulement depuis 1983. Marine Le Pen se fait corriger via les réseaux sociaux par la ministre de la Santé, ce qui donne lieu à une séquence surréaliste. Regardez. Il faut arrêter aussi avec ça. Franchement, ils ont que ça à faire toute la journée, ces ministres-là. Bah non, mais là, la virgule n'est pas au bon endroit. Non, mais là, c'est pas la virgule. Franchement, ils devraient faire de la politique. C'est pas la virgule. C'est important, la rougeole. On va pas rappeler que ça a causé le premier mort. Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire que ça faisait partie du pack de vaccins qui n'était pas celui des 11. Elle vous corrige. Voilà. Et grâce aux réseaux sociaux, maintenant, c'est une correction en direct. D'accord. Les sondages. Merci, madame la maîtresse, de m'avoir corrigé. Promis, je ne le referai pas. Marine Le Pen ne voulait pas savoir si vous avez été jugée convaincante ou pas. Bref, un remake ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont dans les réseaux sociaux. Puis la dirigeante du RN a suscité ironie et critique de ses opposants en évoquant un salaire minimum en France à 36 €. La Bulgarie, 4,40 €. La France, je crois qu'on est à 36 €, me semble-t-il.
Donc comment est-ce qu'on arrive à faire un SMIC européen si ce n'est avec un moins 10 ans? Vous êtes à 36 € C'est-à-dire pour quelle durée, Madame Le Pen? C'est-à-dire en baissant. Vous êtes à 36 € pour quelle durée du SMIC en France, Madame Le Pen? Ah, parce que vous voulez... Je sais pas, c'est 36 €. La France est à 36 €. Non, mais ça change rien, Madame Loiseau. Je voudrais juste avoir une question. Mais c'est quoi? La Roumanie, c'est une journée, c'est une semaine, c'est quoi? Donc je comprends pas ce que vous voulez faire. C'est quoi? Mais vous allez nous expliquer. Non, mais c'était pas par curiosité, mais j'ai l'impression que la fiche n'était pas là. Vous allez nous... non, je sais pas, je vous pose une question, j'essaie de comprendre. Arrêtez avec ça. Marine, le SMIC horaire en France est à 10 €, pas à 36 €. Ah, vous connaissez pro-travailleurs, mais pas à ce point. Blague à part. Et puis on a eu un scoop quand même, un Nathalie Loiseau qui change d'avis pendant l'émission et qui annonce sa candidature aux européennes en fin de programme, à un grand moment de télévision, enfin presque. Madame Le Pen, je voudrais vous dire bravo. Bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis. Je suis entrée sur ce plateau et je vous ai dit que je n'étais pas candidate pour conduire la liste de la majorité aux élections européennes. Je vous écoute depuis tout à l'heure parler d'une Europe qui ne me fait pas envie. Vous avez décidé d'être candidate pour finir. Vous avez changé d'avis. Ce soir, c'est vrai, je suis prête à être candidate. Je ne sais pas ce qu'en pensera la majorité présidentielle, parce qu'il y a des chefs de parti, je ne leur en ai pas parlé, mais cette fois-ci, je ne me défilerai pas, Madame Le Pen. Bon. Madame Loiseau, on a donc une déclaration, pardonnez-moi, on a une déclaration de candidature ce soir très claire. Très claire. Un tout petit peu téléguidée, Madame Loiseau. Grâce à vous, Madame Le Pen, merci et bravo. Objectivement, c'était pas super spontané. Merci et bravo. Mais je suis sûre que vous allez travailler ça, une forme de spontanéité. Fais comme l'oiseau, balance ta candidature artificielle, oui l'oiseau, c'était pas du tout très naturel, oh l'oiseau qui bat de l'aile. Ok, je sors Myriam, je sors. Mais non, en fait, vous êtes notre Michel Fugain à nous, merci. Merci Ahmed et bon week-end. Allez, on en vient à notre débat, et 1, et 2, et 3 degrés. C'est l'un des slogans que l'on a entendu dans les cortèges cet après-midi à Paris. Comme partout dans le monde, des lycéens, des étudiants, en nombre, vous allez le voir, ont battu le pavé. Quelle ambiance, quelle banderole, et quelle génération. Clément Perrault a suivi la manifestation, place du Panthéon dans la capitale pour LCP. Le 15 mars, c'est une date qu'ils avaient soulignée en rouge sur leur agenda. Les lycéens et les étudiants français mobilisés comptent beaucoup sur cette journée pour lancer vraiment en France ce mouvement Youth for Climate, la jeunesse pour le climat. Alors, il y a des manifestations et des grèves aujourd'hui dans plus d'une centaine de pays. Dans certains pays comme la Belgique, il y a déjà eu des manifestations très importantes. En France, jusqu'ici, il y avait du retard à l'allumage. Alors, difficile de vous dire un chiffre précis, mais la foule est assez dense ici devant le Panthéon pour la manifestation parisienne. Ces jeunes manifestants nous expliquent que la lutte contre le réchauffement climatique, ce sera sans doute le combat de leur génération. Je vous propose justement de les écouter. On a eu du mal à réaliser l'urgence de la situation et nous maintenant on est partis, on a 20 ans, 15 ans, enfin ça dépend des participants, il y a des lycéens et des étudiants et nous, jusqu'à ce qu'on meure, je pense qu'on va devoir se battre et que ce sera jamais terminé. On nous parle de ce qu'on veut faire dans notre futur, mais il faudrait déjà qu'on pense à sauver sur quoi on habite en fait, parce que c'est pas... Enfin, on va penser que la Terre va toujours rester comme ça, alors que pas du tout. En fait, on ferme un peu les yeux sur la vérité. Plus on avance, plus les générations sont concernées par la question de l'écologie. On porte tous un peu le même message, c'est de dire au gouvernement et à la société civile en général qu'il faut changer les choses et qu'il faut vraiment prendre le changement climatique et la perte de la biodiversité comme une menace qui est réelle. C'est une menace qui est aussi grande, voire plus importante que les crises financières qui vont arriver. Quelques-uns des slogans chantés ici, pas de nature, pas de futur, et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Dans certains pays européens, les étudiants et les lycéens se réunissent déjà tous les vendredis. C'est ce qu'espèrent aussi de nombreux manifestants français désormais. Antoine Soulas, vous avez 22 ans, vous êtes à l'initiative de ce mouvement avec d'autres, des lycéens grévistes dans la capitale. Vous attendiez un tel succès ? Alors, le succès, en fait, au début, était assez modéré, même par rapport à ce qu'on pouvait espérer. Parce qu'en Belgique, la 3e semaine, ils étaient déjà 35 000 dans les rues. Nous, on a mis un petit peu de temps à se lancer. Mais heureusement, cette date du 15 mars, là, aujourd'hui, c'était vraiment extraordinaire. On était environ 50 000, là, dans la rue. Il y a sûrement encore des gens à la place des Invalides, sur l'esplanade des Invalides, juste à côté. Et là, c'était vraiment monumental. Alors, quel est le message que vous souhaitiez faire passer avec une journée comme aujourd'hui ? Le message, pour nous, chaque semaine, il est très clair. On a une revendication qu'on publie dans Reporter, média en ligne écolo. On a une tribune tous les mardis.
C'est une tribune directement adressée au gouvernement. On a des revendications très claires sur un thème particulier. Cette semaine, c'était l'encadrement des dérives capitalistes. Ça, c'est la revendication de la semaine. Chaque semaine, une nouvelle. Et voilà, c'est la revendication qu'on porte au gouvernement. Si on n'a pas de réponse satisfaisante, on organise une marche et des actions de désobéissance civile. Peut-être racontez-nous, sans égrener toutes les revendications hebdomadaires, mais comment s'est construit cet engagement pour le climat, pour l'écologie? Personnellement, vous voulez dire, personnellement. Moi, ça fait environ 3 ans depuis que je suis rentré à l'ENS que je... L'école normale supérieure, qui est une école d'excellence dans notre pays. Si vous voulez, mais je pense pas que ça ait de rapport avec mon engagement écologique. J'ai toujours eu un lien avec la nature assez fort. Mais dès que j'ai vraiment eu le temps, la maturité nécessaire, voilà, je me suis engagé d'abord dans une association écolo de l'école, justement, où je travaillais avec l'administration pour essayer de faire avancer une sorte de lobbying en fait avec l'administration. On a travaillé sur la question des déchets, de la production d'énergie propre, de la réduction de la consommation d'énergie, etc. Puis ensuite j'ai voulu passer, j'ai toujours continué cette activité, mais j'ai voulu aussi me diversifier, et donc je suis rentré au collectif Jeunes pour le Pacte Finance Climat, dont j'étais trésorier. Pierre Laroutureau et Jean Jouzel, voilà, qui sont les porteurs de ce projet. Donc j'étais dans ce collectif Jeunes, et voilà, l'idée c'était de porter un projet européen, parce que c'était la première fois, quand j'ai entendu parler de ce projet, c'était vraiment la première fois que j'entendais parler d'un projet qui avait une chance non nulle de passer et qui aurait vraiment eu un impact significatif, vraiment non négligeable, sur la transition écologique à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, voilà, et ensuite, ces mouvements vous l'avez dit, de lycéens grévistes ont pris dans d'autres pays, et notamment en Belgique, où on va se rendre dans une minute. Vous avez eu des relations avec d'autres jeunes dans d'autres pays. Quels ont été vos réseaux, vos points d'appui pour arriver à mettre en grève des lycéens sur cette cause-là aujourd'hui? Finalement, les réseaux sociaux, c'est vraiment le cœur de la mobilisation au début. Et puis cette date du 15 mars qui avait été vraiment cochée dans tous les agendas des écolos depuis déjà des semaines, et que les grandes assos avaient relayé. Et puis on a aussi les grandes assos et les plateformes comme Il est encore temps, etc. qui nous relayent, qui aident à diffuser notre message. Et je pense que maintenant, on a provoqué vraiment l'engouement des médias. On a été vraiment harcelé de médias sans arrêt, et on l'est toujours. Et c'est très bien. Et ça permet, je pense qu'une bonne partie maintenant des Français savent qu'on existe. La conscientisation passe d'abord par peut-être la prise de parole dans les médias. Je vais vous donner la parole, messieurs, mais vous le disiez, Antoine, il y a cette manifestation à Paris. On a également manifesté dans toute la France. Je vais vous montrer quelques images. Regardez ici, c'est Montpellier. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se mobilisent dans l'Hexagone, mais dans tout le monde. Et ça, c'est le Danemark. On le voit sur les pancartes. Il y a l'Allemagne. Et ce qu'on voit là, c'est Nairobi au Kenya. Et puis enfin, regardez ces images. C'est à Séoul, en Corée. C'est incroyable, on voit vraiment que les jeunes se mobilisent partout sur la planète. On peut citer le Canada, les États-Unis, l'Australie, l'Argentine, et puis la Belgique, pays pionnier. On en a parlé. Héloïse Grégoire s'y est rendue. Elle va nous parler de l'atmosphère, et puis elle sera aux côtés de l'une des figures de ce mouvement juste après. La pluie n'a pas découragé ces manifestants, des manifestants qui sont jeunes, très jeunes. Regardez sur ces images d'André Lafont. Les personnes que nous avons rencontrées ont moins de 25 ans. Et il y a des dizaines de milliers de jeunes et d'adultes aussi qui sont là aujourd'hui pour battre le pavé pour une seule raison, réveiller les consciences face à l'urgence climatique et surtout pointer du doigt l'inaction des dirigeants mondiaux. Alors, on a rencontré plusieurs personnalités politiques, des personnalités politiques des membres du parti écolo, du membre du mouvement réformateur et aussi du parti socialiste, à savoir que ces personnalités politiques se font très discrètes car elles ne veulent pas être accusées de récupération politique. En vue, dans 2 mois, il y a les élections européennes, mais pas que. En Belgique, il y a aussi les élections régionales et fédérales. Voilà, Héloïse était à Bruxelles. Il y a des visages qui commencent à émerger. On va parler de Greta Thunberg. Antoine Soulas, vous en êtes. Elle a rencontré Adélaïde. Je vous promets que je vous donne la parole, mais je voudrais qu'on les voit, ces visages. Alors, ils sont pas comme des gilets jaunes, eux. Ils veulent être porte-parole. Ils n'ont pas de difficulté à se trouver des représentants. Adélaïde à Bruxelles, aux côtés d'Héloïse Grégoire. Adélaïde Charlier, bonjour. Vous avez 18 ans. Vous êtes l'une des organisatrices de ce mouvement. Qu'attendez-vous de cette manifestation aujourd'hui ?
Bonjour. Donc aujourd'hui, on attend que ce soit une manifestation donc mondiale. On a déjà vu que ce matin, ça a commencé en Océanie. Les manifestations, ça commence partout en Europe cet après-midi. Ici à Bruxelles, on espère pouvoir montrer l'exemple et montrer que la Belgique est motivée et que nous, notre bulletin au niveau de la mobilisation, on est les premiers. Vous êtes un peu le cœur de cette grève pour le climat. Pourquoi, à votre avis, en France, cela ne marche pas ou ne prend pas pour l'instant ? Je pense qu'en France, il y a d'autres mouvements qui ont déjà pris et il y a eu d'autres mouvements et du coup, la mobilisation pour le climat a un peu de mal à prendre sa place. Mais je pense aussi qu'en Belgique, il y a eu plusieurs causes, comme par exemple l'absence de la Belgique à la COP24, qui a vraiment pas aidé et qui nous a donné encore plus envie de sortir et demander aux politiciens d'agir. Qu'attendez-vous justement de la part de ces politiciens ? On attend qu'ils prennent beaucoup plus des actions beaucoup plus ambitieuses. Ils doivent suivre les accords de Paris. Pour le moment, on voit que la Belgique ne va pas suivre les objectifs 2020 et 2030. Et donc, ça va pas du tout. On leur demande qu'il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Et donc, pour ça, il faut aller, selon l'Union européenne, 4 fois plus vite. Quelle sera la suite de votre mouvement après aujourd'hui ? On va continuer à sortir toutes les semaines dans les rues, tous les jeudis ici en Belgique. Merci beaucoup Adélaïde, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Michel Fize, pour la plupart de ces jeunes, c'est la première fois qu'ils descendent dans la rue, c'est leur première manif. À quoi ça vous fait penser, ce qui est en train de se passer dans le monde entier ? Le climat, c'est une cause universelle ? Je crois qu'il y a deux nouveautés dans ce mouvement. D'abord, l'extrême jeunesse des participants, puisqu'on a parlé tout à l'heure des lycéens et des étudiants, mais on pourrait parler aussi des collégiens, parce que je crois qu'il y en a beaucoup. On a vu moins de 15 ans pour certains dans les cortèges. Peut-être même des grands du primaire. Quand on voit les images en Belgique, on voit bien que ce sont des élèves vraiment très jeunes. Et la deuxième chose qui constitue une rupture par rapport aux différents mouvements de jeunes qu'on a pu connaître depuis les années 70, enfin disons 86 pour prendre le mouvement de Vaquet, c'est que les jeunes sortent effectivement de la défense de leurs propres intérêts, ce qui est légitime. Les mouvements portés sur l'amélioration des conditions d'études, c'était des mouvements qui se levaient contre effectivement leurs propres intérêts, ça peut se discuter parce que c'est notre planète. Non, je parle des intérêts scolaires. Depuis 86, on avait des mouvements, encore une fois, de contestation d'un mauvais fonctionnement du système scolaire. Là, on retrouve un peu, je dirais, la philosophie des années 50-60, quand les jeunes se levaient pour la paix, qui était l'un des grands, je crois, thèmes fédérateurs. Et puis il y a eu dans les années 70 le fait qu'on se soit levé contre le nucléaire, qui était déjà aussi une action très fédératrice. Là, on est, je dirais, dans le troisième élément d'éléments majeurs. Voilà, donc la planète. Et je pense que la force de la jeunesse dans cette affaire, comme toujours, et c'est réussi, c'est de donner mauvaise conscience aux anciennes générations, d'où le fait qu'ils fédèrent évidemment tout ce qui est autour d'eux. Julien Bayou, vous qui militez depuis plus de 10 ans dans un parti politique toujours écolo, Europe Écologie Vert, jamais aucun parti n'a réussi ça. C'est extrêmement émouvant. Enfin voilà, moi j'en ai presque les larmes aux yeux de voir. C'est plus qu'une prise de conscience, c'est une alerte générale. Donc il y a des écologistes qui ont parlé dans le désert pendant des années et malheureusement ils n'ont pas été entendus. Et malheureusement, le dérèglement climatique est enclenché. Et quand on parle des générations futures, c'est fini. C'est les générations Alors, pourquoi présentes. Ça prend maintenant, à votre avis ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que ce sont les générations présentes. Et quand on nous dit 2050, quand le gouvernement Macron ou les autres parlent de 2050, nous, on sait très bien que c'est pour gagner du temps et puis en fait renvoyer à plus tard. Mais 2050, pour les lycéens qui ont manifesté, en fait, ils seront au milieu de leur vie, à peine. Et donc, pour eux, c'est extrêmement concret. Et donc là, il y a vraiment une alerte auprès de leurs parents, auprès de leurs grands-parents. Et moi, je trouve que ce gouvernement est responsable de laisser les émissions de gaz à effet de serre s'emballer comme ça. Alors, on va y venir au fond du débat écologique. Mais d'abord, Bruno Millienne, on ne vous a pas entendu parce que je voulais garder la parole de l'élu, du responsable politique en dernier. Je sais, pardonnez-moi. Je sais bien, vous êtes au conseil régional de l'Île-de-France. Pardonnez-moi, mais du député et de la majorité, j'entendais, macroniste.
enfin modem, centriste, pardonnez-moi, décidément. Majorité présidentielle. Majorité présidentielle, je vais y arriver. Non mais c'est intéressant parce que vous ne pouvez pas être indifférent, on s'en doute bien, mais tout de même ça vous met un sacré coup. Là, la jeunesse de France, européenne, dans le monde, qu'est-ce que vous dites, comment vous comprenez les choses, et puis surtout, voilà, c'est la question de dire au fond, les aînés seront plus là ou seront très vieux, mais les jeunes, eux, ils vont peut-être subir la catastrophe. Moi, de leur vivant. D'abord, ce que j'ai envie de leur dire, et je ne veux pas faire de récup, mais je leur dis sincèrement bravo, parce que je pense qu'on a besoin effectivement que des gens se soulèvent pour aider toutes les bonnes volontés qui veulent faire avancer la planète sur le chemin, j'allais dire, de la rédemption, mais c'est un petit peu ça. Parce que c'est eux demain, c'est leur avenir qui est en jeu, et qu'ils le prennent à bras le corps, ça, je trouve ça plutôt encourageant. Et après, leur action n'est que la résultante de combien d'années, et Julien le sait bien, parce que eux, pour le coup, ils ont été des militants de la première heure pour ça. Pas forcément comme moi, vous voyez, je suis quand même totalement honnête. Mais est-ce que vous dites pas au fond, c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut aller beaucoup plus vite là. Il faut qu'on arrête et que même s'il y a des victimes sur le chemin, il faut accélérer l'agenda. Je vais pas revenir en arrière parce que j'ai pas envie de le faire, mais Julien le sait bien parce qu'il a été un des combattants de la cause écologique depuis le début. Il y a quand même eu beaucoup de rendez-vous manqués ces 40 dernières années où on aurait pu enclencher les choses plus vite. Et ça ne s'est pas fait. Vous prenez, ne serait-ce que, il n'y a pas très longtemps, la fameuse loi de transition énergétique, entre le moment où la loi a été votée et aujourd'hui, qu'est-ce qui a été réellement enclenché? Quasiment rien. Quasiment rien. La loi pour la préservation de la biodiversité, quasiment rien n'a été enclenché. Le gouvernement a accéléré les permis de chasse, a augmenté les permis de chasse, autorise les tirs sur le loup. Encourage les grands projets. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on va parler de développement écologique sur les territoires, si vous voulez bien. Je me suis permis de vous reprendre tout à l'heure en disant que j'étais élu. C'était pour pas opposer les militants, ceux qui seraient utopistes, et puis les élus qui seraient irresponsables. Je pense qu'un élu doit être les activistes et ceux qui ont manette qui agissent. Ceux qui sont aujourd'hui réalistes et pragmatiques, c'est eux. C'est eux qui disent attention. Si simplement, je peux terminer avant qu'il me coupe. Après, il développera sur les loups. On a engagé des choses. Les trains, on peut aller sur les trains si pour vous les loups c'est pas sérieux. Sur Montagne d'Or aussi. Je vais laisser parler. Non, allez-y, Bruno Millienne. Vous n'avez pas encore eu le temps de vous exprimer. Allez-y. Je n'aime pas ce genre d'opposition. Je n'ai jamais coupé personne. Donc Julien, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Après, vous aurez tout le loisir de vous exprimer. On a quand même enclenché des choses qui n'ont jamais été enclenchées jusqu'à maintenant. Les contrats de transition écologique sur les territoires, ça peut faire sourire les gens, mais c'est vraiment des contrats de transition écologique. Il y en a 17 qui ont été engagés depuis le début de l'année par le gouvernement. Il y en a 4 qui viennent d'être signés. Les restes vont être signés dans le courant de l'année par Emmanuel Vargon. C'est vraiment des contrats de transition écologique pour que sur les territoires, sur les terrains, s'engagent des économies, des expériences en faveur de l'écologie et en faveur de l'environnement. Parce qu'il faut aussi le mettre sur les territoires. Et je peux vous prendre le contre-exemple. On a tout le monde à éduquer. Donc c'est bien que les jeunes s'en soucient. Vous parlez d'éducation. Jean-Michel Blanquer, par exemple, dit aujourd'hui il faut rester à l'école, parler d'écologie. Ce mouvement, quand vous les voyez, c'est pas la première fois que les lycéens ils sortent dans la rue. Vous le soutenez? Au contraire, vous êtes derrière le ministre qui dit surtout pas de grève dans les lycées. J'ai trouvé un petit peu bizarre qu'on organise ce débat justement le jour où il y avait la manifestation. J'aurais préféré que ce soit un autre jour. C'est dit. Voilà. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. Et je vais vous prendre un contre-exemple. Pourquoi on a besoin que chaque citoyen s'empare de cette question-là? Et c'est important parce que vous pouvez mettre toutes les stratégies que vous voulez au niveau des gouvernements. Il faut que derrière les stratégies soient appliquées. Si elles ne sont pas appliquées, il n'y a aucune chance que ça réussisse. Et quand je vous parlais de contrat de transition écologique, je le fais à dessein parce que je suis sur un territoire qui a la plus grande décharge de déchets sauvages de France. 7000 tonnes sur une plaine de 330 hectares. On a proposé à la collectivité sur laquelle se trouve cette plaine de déchets de passer un contrat de transition écologique. Ils ne m'ont même pas répondu sous prétexte que je ne fais pas partie de leur mouvement politique. Ça, c'est ridicule. Et ça, j'espère bien que les lycéens vont se lever contre ça. C'est intéressant de se poser la question de la conséquence politique. Moi, je pense quand même que l'un des atouts du mouvement actuel, ça a été dit tout à l'heure, c'est quand même le numérique. On voit bien depuis le mouvement des indignés et même avant des printemps arabes que quelque part les réseaux sociaux servent d'accélérateurs et de fédérateurs. Le virtuel au service du réel, parce que là les individus, ces jeunes, ils sont physiquement dans la rue. Mais ceci étant, je pense qu'il faut faire attention. Le défi, à mon avis, c'est d'arriver quand même à réaliser une série de convergences entre toutes ces actions. N'oublions pas quand même cette pétition, l'affaire du siècle, Greenpeace, 2000
2 200 000 pétitionnaires. Donc que sont qui ont assigné l'État pour inaction climatique. Je pense que les partis écologistes, il y a des partis qui jouent un rôle important. Je pense qu'en France, il peut y avoir aussi une nouvelle écologie. Moi, je pense que toutes ces structures doivent s'additionner, parce que le problème, c'est qu'effectivement, ce que ces jeunes vont rencontrer, c'est quand même le problème de la structuration, même une structuration légère, parce que sans structuration. Comment vous vous situez exactement dans ce mouvement? Vous êtes là, au fond, pour relayer les sonnettes d'alarme du GIEC, mais pas pour agir. Parce que c'est vrai que quand on entend les politiques, ils vous disent « vous avez raison, mais on ne peut pas faire tout de suite. On ne peut pas accélérer les choses. Il y a trop, il y a trop de victimes sur le chemin. Il y a la question de l'emploi. » Mais déjà, on va interroger Antoine Soulas et puis je vous donne la parole juste après. On n'est pas seulement là pour relayer les propos du GIEC. Nos revendications, c'est des réflexions personnelles d'étudiants qui ont des connaissances, qui travaillent là-dessus et qui contactent ensuite des experts etc. Des vraies réflexions. On propose vraiment quelque chose de qualité. C'est pas seulement, on va pas faire un copier-coller chez le. Mais vous voyez bien la différence entre l'alerte, et ensuite, on lance une alerte et après on répond et on agit concrètement. C'est deux temporalités différentes. Notre action. Et donc là aussi, on a une position très forte qui est de multiplier les modes d'action. Les marches à 50 000 personnes, on en a vu le 8 septembre, le 8 décembre, à d'autres dates, etc. C'est très bien, on était tous impressionnés de voir autant de gens, et là, aujourd'hui, c'était incroyable de voir 50 000 jeunes sur l'esplanade des Invalides, oui, mais qu'est-ce qui en sort concrètement? Pour l'instant, zéro. On a un gouvernement sourd et muet face à ça. C'est incroyable. Quand Michel Suisse vous parle de structuration, vous pourriez aller vers une forme de mouvement politique, une association plus structurée qui pourrait mettre à son actif un bilan? Pour l'instant, la situation politique, c'est pas du tout la question. Nous, justement, ce qu'on revendique, c'est que le gouvernement tel qu'il est actuellement, enfin, la voie politique est bouchée pour l'instant, en fait, c'est ça. D'où, j'y venais, la nécessité de la désobéissance civile face à l'urgence. L'urgence absolue fait qu'il faut que nous-mêmes, nous créions les conditions pour qu'il y ait une vraie transition. On était, par exemple, ce matin, 150 activistes jeunes à bloquer le siège de la Société Générale à la Défense. Et on peut bloquer, on peut faire des actions de désobéissance qui ont encore plus d'ampleur, bloquer, comme le font les Gilets jaunes, par exemple, des dépôts d'Amazon ou de Monsanto. Et là, on paralyse des chantiers ou des entreprises écocides. Et si je peux finir sur allez-y. Juste, je finis sur une seule chose. Il y a quelque chose de très significatif quand même. Sur ces 5 dernières années, quelle est, selon vous, la meilleure victoire écologique qu'on ait eue? Eh ben, je vous le dis très clairement, c'est l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. C'est très simple. Et c'est très significatif de voir que la meilleure victoire en écologie qu'on ait eue ces 5 dernières années, ce soit justement celle à laquelle le gouvernement et tous les gouvernements précédents, pas seulement le gouvernement c'est la pression de la société civile, opposé le plus, mais au point de tirer sur des gens. Julien Bayou, c'est comme ça qu'aujourd'hui il faut faire de la politique. C'est ce que nous dit Antoine Soulas. C'est comme ça qu'on obtient des résultats. Mais oui, mais malheureusement, en fait, la population est prête. C'est-à-dire que quand ils vont occuper la Société Générale, en fait, c'est parce que la Société Générale finance des projets charbonniers. En gros, soutient le charbon, c'est le pire ennemi du climat. Et si elle peut le faire, c'est parce que l'État ne prend pas les mesures pour l'en empêcher. Et on peut le retrouver sur tous les domaines. Les énergies renouvelables, il y a plus d'emplois dans les énergies renouvelables que dans le nucléaire. Pareil dans l'agriculture bio. Et pourtant, qu'est-ce que le gouvernement soutient? L'agriculture intensive ou le nucléaire. Et à chaque fois, sur les grands projets inutiles imposés, Europa City par exemple en Ile-de-France, qui va détruire des emplois. C'est-à-dire que les petits commerces alentours sont condamnés. Et ça va se faire au prix du saccage de terres agricoles. Eh bien, le gouvernement, quand il y a une mobilisation de la société civile, quand en justice on gagne, eh bien, le gouvernement fait appel pour continuer ces grands projets. Et donc, à un moment, on ne peut plus dire oui, il faut que la société prenne conscience. Elle est pleinement consciente. Les dangers sont maintenant. C'est ça l'enjeu. Et donc, quand j'entends la langue de bois pour endormir tout le monde et ne rien faire, c'est absolument scandaleux. C'est ça. C'est un gouvernement rigoureusement irresponsable. Alors, je vais vous ramener aux jeunes et vous montrer d'autres visages, évidemment celui de Greta Thunberg, parce que c'est pas n'importe qui, hein. Elle est peut-être prix Nobel, elle est sur la liste. Donc on va s'intéresser à elle. Je vous redonne la parole juste après parce que il faut répondre à Julien Bayou. Tout a commencé autour de son visage finalement, poupin, deux longues nattes, sage et une profonde gravité. Elle a 16 ans, elle est devenue l'icône de ce printemps climatique. Nathalie Guillois revient sur la naissance de ce mouvement des jeunes pour le climat. Nous sommes venus ici pour vous dire que c'est l'heure du changement, que ça vous plaise ou non.
À 16 ans, Greta Thunberg est devenue l'icône de la lutte des jeunes contre le réchauffement climatique. Depuis son discours face aux dirigeants à la COP24, son mouvement a pris de l'ampleur et s'est propagé à de nombreux pays européens. Cette Suédoise a décidé de se mobiliser dès l'été dernier. Elle crée le mouvement Friday for Future. Tous les vendredis, elle sèche les cours et manifeste seule devant le Parlement de Stockholm. Aujourd'hui, selon le site de son mouvement, plus de 1000 rassemblements sont prévus dans une centaine de pays. En France, les jeunes sont également très mobilisés. Toi aussi, viens manifester avec nous. Mais pas seulement, 4 associations portent plainte contre l'État pour inaction climatique. Une longue procédure qui permet d'exercer une pression médiatique sur le gouvernement. Voilà, et on va écouter encore un extrait de Greta Thunberg. C'est le discours, au fond, qui l'a fait connaître, le discours à la COP24 en Pologne. Écoutez. On doit parler librement, même si ça dérange. Vous parlez de croissance verte, de peur d'être impopulaire. Vous dites qu'il faut aller de l'avant avec les mêmes mauvaises idées, celles qui nous ont conduits dans cette impasse. La seule chose censée à faire, c'est tirer la sonnette d'alarme. Mais vous n'êtes pas assez mature pour reconnaître la situation. Vous nous laissez ce fardeau à nous, les enfants. Voilà, toujours la même question de ce fardeau. Elle est extrêmement impressionnante, cette jeune fille, parce qu'elle est extrêmement calme, très grave, et chaque phrase qu'elle prononce est ciselée, va directement, au fond, aux citoyens du monde que nous sommes. Ah, mais son discours à Katowice, il faut être totalement inconscient pour pas prendre une claque monumentale. Et aux dirigeants, elle s'adresse à vous. Oui, bien sûr, mais c'est pas parce qu'elle s'adresse à nous que pour autant on va rester de marbre et regarder ça en se disant mon Dieu, elle a raison, on va se réveiller d'un seul coup. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui se sont réveillés. Après, les conditions sont un petit peu plus compliquées qu'on le dit. Pour reprendre la discussion avec Julien Bayou. La mine d'or, je crois que vous en avez parlé. La mine d'or en Guyane. Est-ce que c'est bon pour le territoire? Non. Est-ce que c'est bon pour l'environnement? Non. Est-ce que c'est bon pour la santé de la population? Certainement pas. Est-ce que c'est économiquement intéressant pour la Guyane? Bien sûr que non. Est-ce qu'elle va se faire? Le gouvernement la soutient. Ah bon? Quelle est votre position? Tout à fait. Le gouvernement la soutient? Oui, la Guyane l'a demandé et le gouvernement la soutient. Et Europa City, c'est la même chose. Alors le gouvernement la soutient pas pour l'instant, la montagne d'or. Je vous signale qu'on est en pleine étude et que François de Rugy s'est exprimé à la tribune. Emmanuel Macron a dit oui. Il l'a soutenu en tant que ministre de l'économie et il a dit en tant que ministre de l'économie, mais là il est président. Quand il est venu, il a dit que le cherchez pas à m'avoir quand il est venu Julien, en tant que président, il a dit c'est une bonne chose pour la Guyane. Vous dites souvent et malheureusement, vous dites souvent et malheureusement. Je vous demande votre avis. Non, mais laissez-moi terminer. Vous dites souvent et malheureusement des contre-vérités. Personnellement, je suis contre. Voilà, c'est dit. Personnellement, je suis contre. Bruno Millienne est opposé à ce projet. À la tribune de l'Assemblée nationale sur ce sujet. Très bien. Pourquoi de la même façon que je me suis exprimé sur l'île de Palme, et vous le savez très bien. D'accord? Donc, moi, vous m'aurez pas ce petit jeu-là. Bien sûr, mais moi, ne dites pas que je dis des contre-vérités. À discuter aujourd'hui. Bruno Millienne, ce qui est intéressant, c'est que, il y a un bilan en demi-teinte sur l'écologie en France d'Emmanuel Macron. Et en même temps, il est, le prix de la Terre, il a réussi au One Planet Summit à s'imposer comme l'un des dirigeants qui avance le plus. Non, mais c'est intéressant de voir ce hiatus entre les deux. Moi, j'entends que ça va pas assez vite, j'entends qu'il y a alarme, j'entends l'urgence, j'entends tout ça. Après, vous ne pouvez pas dire que rien n'est fait parce que c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous mettez à l'actif du bilan d'Emmanuel Macron? Il y a Notre-Dame-des-Landes, déjà. Il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a les contrats, je voulais rappeler, de transition écologique. Il y a aussi la sortie du charbon en 2022. Tout à l'heure, vous avez dit que non. Bien, on va sortir du charbon en 2022. Dans la Société Générale. Ah, d'accord, ok. On va tenir les objectifs sur les gaz à effet de serre en 2020, je l'espère. Pour l'instant, on est dans les clous. Oui, mais on verra. On chantera en 2020 ou pas. C'est vrai que là, juste arrêtons-nous 2 secondes sur les engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'il y a cette action en justice. C'est vrai qu'il y a une loi qui doit arriver. Elle a été reportée parce que le président veut la renforcer. Vous savez si on sera au niveau. On croit toujours que les parlementaires ne font rien. De la COP21. Qu'on ne travaille pas avec le gouvernement. C'est pas vrai. Ça a été retardé aussi parce qu'il y a eu, j'espère, la tribune qu'on a faite à 120 députés pour dire que ça allait pas assez loin et pas assez vite. Elle a été entendue. Il n'y a pas que les gens dans la rue. Vous voyez bien que ce qui est compliqué, c'est qu'il y a la crise des Gilets jaunes, que la taxe carbone a été suspendue. Oui, mais j'entends. Non, mais Myriam, j'entends qu'on nous dise et qu'on nous accuse de pas aller assez vite. Sauf que, depuis le début des années 60, c'est le premier gouvernement qui agit. Alors, je veux bien qu'on paye pour tout le monde, mais les autres n'ont rien fait. Alors, Antoine Soulas vous répond, puis on va prendre de la hauteur avec vous, Michel Fils, juste après.
Alors déjà, c'est quand même incroyable de dire que Notre-Dame-des-Landes, c'est un succès du gouvernement actuel. Le gouvernement actuel a tout fait jusqu'au dernier moment pour l'empêcher. N'empêche, c'est le seul qui a interdit fini par l'aéroport. craquer parce que ça devenait... vous allez quand même pas dire que... Mais enfin, ça fait 40 ans que les gouvernements successifs se renvoient la balle. C'est le seul qui a pris une décision in fine. Vous pouvez considérer que c'est trop tard, mais c'est quand même à mettre à l'actif du gouvernement. Cité, Antoine Soulas, pour oui, dire, mais c'est pas une victoire de Macron. C'est une victoire, justement, des zadistes. Vous faites de l'écologie ou de l'anti-Macron? Qui a choisi, in fine, de ne pas construire l'aéroport? C'est le président de la République. Ça, vous le reconnaissez. Le combat écologique est encore mal barré. Vous dites que le gouvernement est un des seuls qui fait quelque chose aujourd'hui. Alors, est-ce que... C'est le premier qui engage des choses. On va parler d'émissions de gaz à effet de serre dans l'Europe. On est censé, pour suivre les accords de Paris, diminuer de 4% par an. L'Allemagne diminue et pas très loin de ces chiffres-là. La plupart, les émissions générales de l'Europe diminuent. Et sont pas exactement à ces chiffres-là, mais ça diminue. Vous savez à combien on est en France, combien de pourcents là en 2017? Alors les derniers chiffres, parce que j'ai pas les chiffres de 2018, on était à plus 3,2%. Oui, on n'est pas dans les Et on est une honte européenne sur ce sujet-là, d'accord? Ensuite, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez quelle est la cause du désastre écologique? À votre avis? Non, il y en a une principale qui, en fait, récapitule toutes les autres. Et M. Hulot l'a cité très simplement et très clairement dans son discours de démission. Il a dit « On s'évertue à entretenir un modèle économique responsable de tous ces désastres écologiques. » Ça, je peux entendre. C'est tout. Donc, en fait, la politique économique du gouvernement est intrinsèquement anti-écologique. Michel Fize, que vous inspire ce débat? D'abord, je pense qu'il y a les constats et il y a les décisions. Et donc, je crois qu'on ne peut pas raisonner de cette question comme on ne peut pas raisonner la question des Gilets jaunes sans nous interroger évidemment sur la nature de notre démocratie. Parce que quand même, il faut bien avoir conscience que nous sommes toujours dans un système où un seul décide pour tous. Donc on aura beau faire tous les constats que l'on peut faire, si on n'est pas capable d'inventer une démocratie représentative, parce que je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle, mais une démocratie représentative qui aurait une force d'action et pas simplement effectivement une force de proposition. Donc ça suppose, vous savez, je disais l'autre jour, par exemple la priorité de l'ordre du jour, que 50 ans après la fondation de la Ve République, on en soit encore à accorder une priorité aux projets présentés par le gouvernement au détriment des propositions. Là, vous réclamez une nouvelle République, quasiment. Oui, de toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. Voilà. Donc ça, je pense que c'est la contrainte politique. Maintenant, il ne faut pas oublier la contrainte économique qui s'appelle la mondialisation. Il est évident que si tout le monde n'agit pas de concert, s'il y a effectivement des freins une fois chez les États-Unis. Comment? Non. On dit que c'est souvent la meilleure excuse pour ne rien faire. Non, c'est pas ce que je dis quand même. Mais ça irait quand même mieux si effectivement, les Américains se montraient plus ouverts sur ce sujet. Je voulais vous rappeler les mots d'Emmanuel Macron hier. C'était à Nairobi au One Planet Summit. Après, il répondait justement à la question de l'affaire du siècle et cette action contre l'État pour inaction climatique. Et il dit au fond, c'est nous tous qui devons bouger. Cette plainte traduit une mobilisation, mais je n'en vois pas les tenants, les aboutissants. Je ne pense pas qu'elle mènera à un débouché judiciaire et ce n'est pas là ce qui se joue. Je n'achète pas cet esprit. Ce n'est pas le peuple contre le gouvernement. Il faut arrêter ces bêtises, au fond. Et il dit, c'est nous tous qui devons bouger, le gouvernement comme les citoyens. Est-ce qu'il n'a pas aussi raison? Moi, j'ai honte de ces phrases, parce que ceux qui ont parlé avant pouvaient dire on ne savait pas. C'est ça la vérité. Après Chirac à Johannesburg en 2002, qui dit la maison brûle et nous regardons ailleurs, on ne peut plus dire on ne savait pas. Quand il y a 50 000 personnes, et notamment des jeunes dans la rue, on ne peut pas dire on ne savait pas. Et donc, renvoyer la décision sur les citoyens, comme si c'était pas les entreprises qui dégageaient la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Il dit les citoyens, les entreprises, tous les corps intermédiaires, y compris les responsables politiques. Si tous les 5 autour de la table, on arrête de prendre l'avion et on devient végane, et qu'on laisse Total forer au large de la Guyane et la montagne d'or, la mine d'or se faire, et Europa City se faire, le monde s'écroule. Donc bien sûr qu'il faut des règles, et c'est ça pour ça que j'en veux à Emmanuel Macron, c'est que quand il dit faut arrêter avec ses bêtises, c'est un ton moralisateur et comme si c'était nous les enfants, alors que c'est lui l'irresponsable. Il a tous les leviers et il est en train de saccager l'avenir de cette jeunesse. Il est le seul responsable, c'est lui qui peut changer les choses, uniquement lui, Antoine Soulas, et vous aurez le mot de la fin, Bruno Millienne. Soyons pas binaires, c'est pas uniquement politique, mais par contre c'est très très fortement politique. Pourquoi? Vraiment un exemple très simple pour illustrer ça. Tant qu'il y aura des allers-retours en avion à Bali pour une poignée d'euros,
il y aura des gens qui prendront l'avion pour aller à Bali. Parce que l'Union européenne subventionne à fond le kérosène et en plus il est très peu taxé par rapport au carburant des voitures. Vous-même, vous ne prenez plus jamais l'avion, plus jamais la voiture? Non, mais je suis pas ici pour parler de moi-même. Non, mais ça m'intéresse de savoir. Il y a beaucoup d'écologistes qui ne le prennent plus. Mais c'est votre cas? Oui, c'est mon cas, mais ça change, je pense pas que ça change grand-chose. Donc vous dites que c'est pas binaire. Tant qu'il n'y a, mais tant qu'on trouve dans les supermarchés des pommes qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui sont moins chères que des pommes qui viennent en France, il y aura des gens, évidemment, qui achèteront des pommes de Nouvelle-Zélande. Donc, il faut encadrer absolument toutes ces dérives qui proviennent d'un modèle économique absolument absurde. Ça ne veut pas dire qu'il faut être totalement binaire, et il faut aussi faire en sorte que les gens comprennent la nécessité du changement. Mais Bruno Millienne, la politique est vraiment essentielle. La politique est essentielle. Au terme de ce débat, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que vous allez dire à vos collègues. Il faut aller plus vite. Oui, est-ce qu'ils vous ont convaincu? Mais parce que il y a, comme dirait Nicolas Hulot, à un moment, il y a aussi des petits pas. Il faut aller plus vite. Il est déjà convaincu. C'est pour ça que moi je ne lui en veux pas du tout à lui, mais simplement. Enfin, la chose, c'est que entre Julien a employé le terme tout à l'heure, l'utopie que j'entends, parce que franchement, on en a besoin pour avancer de toute façon. La réalité de ce qu'on peut faire réellement, il y a un chemin au milieu qui existe et qu'il faut qu'on emprunte tous. Quand je parle du développement environnemental, écologique des territoires pour remettre à la fois de l'économie, repeupler les territoires qui sont délaissés, faire que les gens puissent habiter assez proche de leur lieu de travail, dans un rayon assez proche pour éviter toutes ces mobilités qu'on nous impose. Ça fait 40 ans, Myriam, ça fait 40 ans qu'on métropolise les richesses. C'est d'une stupidité coupable. Mais ça, tous les politiques y sont passés là-dessus. Moi, c'est un de mes combats d'essayer de faire en sorte que le reflux arrive enfin. Et ce reflux, il peut arriver par ce que j'appelle les économies vertes, parce qu'elles sont de plusieurs natures. Et j'espère qu'on va le gagner, ce combat-là. Eh ben, on espère aussi que vous allez le gagner, que nous je reste suspendu en l'air comme ça. Gagner d'un mot, parce que, voilà. Non, mais voilà. Donc, pour moi, pour conclure, aux gamins parce que pour moi c'est des gamins, qui se mobilisent, je leur dis merci, parce que si ça peut nous aider à avancer, eh ben on aura au moins gagné ça. Merci beaucoup. C'est à moi de vous dire merci d'être venu sur le plateau d'LCP pour ce débat. Dans un instant, ça fait le débat, notre mag hebdo consacré au grand débat national qui s'achève ce soir minuit. Mais d'abord 3 lettres ADP et un tir de barrage. Jusqu'au bout, toutes les oppositions de droite de gauche ont bataillé pied à pied contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Rien n'y a fait, malgré quelques fissures au sein des marcheurs à l'Assemblée. La majorité a dit oui. Au terme de 9 heures de débat hier soir dans l'hémicycle, l'État va donc bien céder cette entreprise publique rentable. Compte rendu de séance avec Maïté Frémont. Cette nouvelle lecture devait permettre d'apporter des garanties pour l'emploi en Île-de-France ou encore contre les nuisances sonores. Mais elle a finalement tourné au chemin de croix pour le gouvernement. À un moment donné, le débat tourne en rond, parce que quand on ne veut pas voter, on ne veut pas voter, on trouve tous les moyens possibles pour repousser la décision, mais soyons honnêtes, chacun a ses positions, mais ne reprochez pas au gouvernement les gestes de bonne volonté qu'il veut bien faire. Pendant près de 9 heures, les critiques, de gauche comme de droite, s'enchaînent. C'est une mauvaise opération. Aéroports de Paris est une entreprise en plein développement. Ma théorie, c'est que vous ne voulez pas être, avec Emmanuel Macron, avec votre gouvernement, ceux qui ont fait passer la dette de la France, la barre de 100% du PIB. Devant la coalition des parlementaires, la majorité, elle, brocarde une opposition encline à manier la peur. Vous agitez des contre-vérités sur l'ensemble du dossier. Oui, il est faux de dire que l'État perd le contrôle de la gouvernance d'ADP. Il est faux de dire aussi que l'État perd le contrôle des frontières, des tarifs, des régulations aéroportuaires. Et tout ceci est formalisé dans un cahier des charges clair, rigoureux, transparent. Un cahier des charges transparent qui n'a toutefois été dévoilé qu'en plein débat dans une salle annexe de l'Assemblée. De quoi mettre encore un peu plus de tension au sein de l'hémicycle. Cette tragicomédie qu'on vient de vivre, moi ça fait 10 ans que je suis député ici, j'ai jamais vu ça. On nous propose d'avoir connaissance d'un texte qui nous est utile pour voter, en même temps on va voter sur le sujet qui concerne ce texte. C'est vraiment du grand n'importe quoi. On suspend les travaux, le temps nécessaire à le faire, et le temps nécessaire à le faire, c'est pas 5 minutes en catimini pour étudier un document de 100 pages. Ça, c'est pas possible. À l'issue de ce vote, une question reste sans réponse. L'État gardera-t-il des parts dans le capital d'Aéroports de Paris? Pour Bruno Le Maire, toutes les options de cession restent sur la table.
Allez, on ouvre à présent notre page spéciale consacrée au grand débat national. Il s'achève officiellement aujourd'hui. Mais vous allez le voir, eh bien, ça n'est pas totalement fini. Ça fait le débat. C'est parti. On y va. Bonsoir, Alice Rougerie. Bonsoir, Myriam. Alors, c'est vous qui avez repris la route cette semaine. Où nous emmenez-vous à Limoges? Limoges, exactement. On a suivi un débat un peu particulier qui sort des clous, en fait. Oui, parce que il ne fait pas partie des 4 thèmes prévus par l'organisation officielle du grand débat. Les participants ont voulu organiser leur discussion sur un sujet qui leur tient vraiment à cœur et vous allez vite comprendre, Myriam, leurs préoccupations. Eh bien, on va tout de suite regarder ce reportage grand format. C'est parti. Dans quelques instants, notre train desservira la gare de Limoges. À Limoges, le samedi après-midi, il y a ceux qui profitent du centre-ville et des maisons traditionnelles à colombages et ceux qui occupent leur temps libre. En fait, on va faire 2 petites heures de cercle de chaque côté, comme ça on peut passer au milieu. Eux sont enseignants. Plus habitués aux salles de classe, ils préparent la salle municipale pour le grand débat. Test micro, est-ce que ça marche? Ils font tous partie du collectif des stylos rouges, ces professeurs en colère. Ce mouvement est sorti après les Gilets jaunes, voilà, parce qu'on a senti qu'on avait été oublié par le gouvernement. Et donc voilà, un mouvement a été créé pour essayer de se faire entendre, on va dire. Le représentant du mouvement à Limoges, c'est lui. Hugues Étilé, 31 ans. Il est professeur de peinture en bâtiment et aussi organisateur du grand débat. Dans les questions qui sont posées par le président de la République, on ne parle pas de l'école du tout. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on a voulu apporter une réponse par rapport à ce sujet. L'éducation ne fait en effet pas partie des 4 thèmes du grand débat, mais rien n'empêche la tenue de cette consultation. Rebonsoir à tous et à ceux qui sont arrivés entre-temps. On va commencer notre débat sur l'école. L'objectif aussi est de discuter de l'école, comment est l'école aujourd'hui, mais surtout comment on espère qu'elle pourrait être pour l'améliorer. J'ai 4 niveaux, donc du CE1, CE2, CM1 et CM2. Moi, en tant que professeur des écoles, je me pose la question de la qualité de l'enseignement. Je me demande, mais quelle école on veut pour demain? Alors le multiniveau, moi je suis convaincue que c'est quelque chose de positif, mais pas à 27. C'est vraiment trop. Je pense que 18, 20 élèves, ce serait le grand maximum quand on a 4 niveaux comme ça. J'ai des élèves qui ne savent ni lire ni écrire en 6e, en 5e, en 4e et même en 3e. Un à un, les professeurs témoignent. Devant eux, une majorité d'enseignants, mais pas que. Je ne suis pas de l'éducation nationale, donc Pierre-Antoine Bozo, je suis l'évêque du diocèse de Limoges. Je suis intéressé par le discours et le débat que vous avez, tout simplement pour mieux comprendre. Donc j'ai pas de proposition particulière à formuler, mais un intérêt pour cette question. Donc merci aux organisateurs. Merci. Si vous avez d'autres choses, c'est l'occasion. Profitons. Je crois que nous ne sommes pas limités en caractère sur le site du grand débat, donc on peut faire monter un maximum de choses. L'institutrice, au tableau, note les revendications. Manque de moyens, de considération aussi. Ce soir s'illustre le blues des enseignants. Je me souviens de Monsieur Macron quand il s'est présenté aux élections. J'étais un peu naïf, hein, comme certainement beaucoup de collègues enseignants. Je me disais sa femme est elle-même enseignante. Il mettait, j'y ai un peu cru. Je me disais, il met l'accent sur l'éducation. Il veut former des Français qui vont être compétitifs, etc. Donc on va mettre un curseur dans l'enseignement, etc. Et en fait, peanuts, quoi. Je n'ai pas encore eu la réunion d'information sur ce qui nous attend l'année prochaine pour le nouveau bac. Il y a des disciplines qui n'ont aucune nouvelle. Donc, on nous impose des réformes par le haut, comme d'habitude. Et nous, qui sommes censés les appliquer, on est prévenus au dernier moment. Pour moi, la seule solution, si on voulait être entendu, ça serait d'arrêter de travailler, d'arrêter de bloquer le bac, de dire stop, cette année, c'est stop. On ne veut pas de ce qui se projette pour l'école.
Ils se sentent délaissés par le gouvernement. Les enseignants demandent aussi une augmentation de salaire, première revendication des stylos rouges. Donc quand moi je vois mon salaire ou le salaire d'un collègue du secondaire à 1700, 1800 € pour 5 ans d'ancienneté, je me dis qu'il y a quand même un sérieux souci en France quand même au niveau de la considération de l'école en général. Il y a aussi un problème de reconnaissance, mais pas que dans notre métier, mais à l'extérieur. Beaucoup de gens ont l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, qu'on est juste devant les élèves 18 ou 24 heures par semaine, et puis que le reste du temps, on est tranquille. Sauf que vous tous ici, je pense, savent que c'est complètement faux. C'est plutôt aux parents d'élèves que s'adressait ce message. Pourtant invités au débat, ils ne se sont pas déplacés. C'est dommage, on avait voulu qu'il y ait plus de familles pour pouvoir justement présenter les choses, etc. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme on voulait, mais on va essayer de renouveler ça plus tard. Un autre rassemblement de stylos rouges est déjà prévu, au niveau national cette fois. Merci à tous les gens, toutes les personnes qui sont venues, tout le monde vraiment. Bon, il y a plus grand monde, mais vraiment merci. On espère être entendu, on espère qu'on n'aura pas fait tout ça pour rien. Les professeurs vont rendre leur copie sur la plateforme du grand débat, en espérant que leurs propositions sur l'éducation ne soient pas notées hors sujet. Voilà pour ce premier reportage, Alice, tourné par Gilles Lepêtre et monté par Ilana Azinco. Alors, quand il n'y en a plus, il y en a encore, parce que cette semaine, il y a eu d'autres grands débats à Paris et pas n'importe où. Non, des grands débats dans les ministères, dans les coulisses des ministères. Alors là, on parle de conférences thématiques. Ce sont des grands débats, mais pas vraiment avec des citoyens lambda. Nous avons été à Bercy, nous avons été aussi au ministère de la Justice, de la Cohésion sociale, de l'écologie. Il y avait le Premier ministre, comme vous le voyez à l'image, et autour de lui, ce sont donc des experts, ce qu'on appelle des experts, des représentants d'associations, de syndicats et aussi du patronat. Et ces débats, donc, avec les corps intermédiaires, comme on les appelle, eh bien, vous les avez suivis, direction le vaisseau amiral de Bercy, au bord de la Seine. J'ai nommé le ministère de l'économie et des finances. C'était mercredi toute la journée. Image d'André Lafont avec toujours Ilana Azinco au montage. Regardez. Derrière les grandes arches de Bercy, l'hôtel des ministres. C'est là que se décide la politique économique du pays. Et c'est justement dans ce bâtiment que sont conviés les participants au grand débat. Le 7e étage a été réservé pour l'occasion. Je vous remercie. Merci. Ceux qui vont débattre aujourd'hui sont des experts, des représentants d'associations, de syndicats, du patronat. Juste au-dessus du bureau du ministre de l'économie, ils vont parler fiscalité et, comme dans chaque grand débat ou presque, il est question de l'ISF. Si d'aventure les ristournes générées pour les plus hautes fortunes en matière de suppression de l'ISF n'étaient pas réinvesties dans l'économie réelle, par exemple, alors ça voudrait dire que la politique fiscale n'est pas bonne et qu'elle ne produit pas les résultats escomptés, auquel cas il faut en changer. La politique fiscale est-elle efficace? Non, répondent les experts, car elle est trop complexe. Ce système fiscal injuste et boiteux, tellement complexe que les citoyens qui sont censés l'alimenter ne savent plus pourquoi ils le font et à quoi sert l'argent qu'ils dépensent, amène à ce que mon collègue a appelé la fragilisation du consentement à l'impôt. Il y a un moment, il faut utiliser les canaux qu'on peut avoir, la feuille de paie, je ne sais pas quoi, pour expliquer aux gens où va l'impôt, où vont leurs cotisations, à quoi elles servent, et donner les ordres de grandeur aussi. Faire de la pédagogie, c'est ce qu'il ressort des discussions. Les restitutions des ateliers confirment aussi ce besoin de transparence, mieux expliquer où va l'argent public. Quand on parle des transports publics, par exemple, je pense qu'il est important que nos concitoyens aient la compréhension des coûts que représente l'exploitation des transports publics, tant en termes de fonctionnement que d'investissement, et de savoir comment ils sont financés. Des dizaines de propositions, notamment pour baisser les impôts, sont enregistrées sous l'œil vigilant du ministre des Comptes publics. Gérald Darmanin pense déjà à l'après-débat.
Nous entendons beaucoup parler de fiscalité, dans les contributions également beaucoup, mais peu de dépenses publiques. Et pourtant, il faudra quand même bien se dire que s'il y a moins d'impôts, si c'est un choix que l'on fait, en tout cas en masse, il faudra qu'il y ait moins de dépenses. Ou alors, nous ne sommes pas dans un monde tout à fait réaliste. Plus optimiste, le secrétaire d'État veut croire en un renouveau face à des participants sceptiques. Je vous demande de nous faire, alors pas forcément confiance, mais d'être présent au moment où nous reviendrons vers vous avec des propositions sur la méthode. Mais ce que nous souhaitons, c'est que ce que nous avons expérimenté ensemble aujourd'hui, on puisse le tirer, le continuer et aller très loin autour de ces nouveaux modes d'exercice du pouvoir. On s'interroge sur l'issue, parce qu'au fond, maintenant, ça ne peut pas non plus durer des années. Et il faut que ça débouche. Il y a des attentes légitimes. Je rappelle quand même que c'est parti d'un mouvement très fort. Et aujourd'hui, la question, c'est à la fois comment ça se passe et où est-ce qu'on en sort. Le grand débat n'est pas encore terminé. Prochaine étape, les conférences régionales avec les citoyens tirés au sort. Voilà, alors on vient de l'entendre, les grands débats continuent mais sous une autre forme. Coup d'envoi aujourd'hui des conférences citoyennes. Kesako, Alice. Conférences citoyennes avec des citoyens donc, mais contrairement au débat auquel on a assisté depuis 2 mois, ces citoyens-là sont tirés au sort. Ils sont censés, eux, être sociologiquement représentatifs, oui, car c'est la critique qui est faite depuis quelques jours. Ceux qui ont participé aux consultations, ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde. Ou plutôt, nous, on a vu, et cela a été confirmé par une enquête du Centre d'études de sciences politiques, on a plutôt vu des citoyens âgés qui ne se plaignent pas de leurs conditions de vie, des citoyens diplômés aussi. Alors on verra bien ce que donnent ces conférences citoyennes. Donc les citoyens, on a compris, les Français, c'est-à-dire comme vous et moi, peuvent aller encore contribuer jusqu'à ce soir minuit, mais après le grand débat national, c'est fini. Roulement de tambour, Alice, que nous dit le compteur final de ce grand débat? Eh bien la barre des 10 000 réunions est dépassée. 10 405 réunions et les contributions, vous les voyez, le chiffre exact, près de 2 millions de contributions. Quant au thème, eh bien sans surprise, c'est toujours la fiscalité en tête, près de 30% des sujets débattus. L'écologie est juste devant, l'organisation de l'État et la démocratie. Voilà pour ce dernier camembert. Et dans ce débat, on a évidemment beaucoup vu et entendu Emmanuel Macron au point que les garants eux-mêmes de ce débat ont tiré la sonnette d'alarme. C'est le plus de la semaine. Carton jaune pour le gouvernement. Les garants ont lancé plusieurs avertissements implicites au chef d'État, trop présent dans ces consultations. Il faut dire qu'il a visité 9 régions, plus de 56 heures de discussion. Les ministres et les députés aussi ont largement participé. En fait, il y a eu trop d'interférences, selon les garants. Nous avons, et assez tôt, bien précisé qu'il y avait nécessité pour les membres de l'exécutif à se mettre en retrait du grand débat. Nous n'avons pas été entendus sur ce terrain. C'est pas une question de principe. C'était une question pour nous importante afin de ne pas confondre de manière excessive ce qui relève d'un exercice participatif, d'une démocratie participative d'un côté, et d'autre part, ce qui est tout à fait légitime, la promotion de l'action gouvernementale de l'autre. Voilà pour la mise en garde de Pascal Perrineau. Alors en attendant les annonces politiques à l'issue de ce grand débat national, il y a une phase qui va être cruciale, c'est celle de la restitution de toutes les remontées de terrain. Oui, c'est l'enjeu de ce débat. Que va-t-il ressortir? Et là-dessus, encore les garants alertent. Oui, il ne doit pas y avoir une restitution, mais plusieurs restitutions. Et les contributions du débat seront en open data, c'est-à-dire en consultation libre par tout le monde. Et c'est ce qu'espèrent ces garants. Tous ceux qui souhaitent pourront utiliser ces données, gage de neutralité et d'impartialité de la restitution. Écoutez. Le gouvernement n'a pas le monopole de la restitution. Et que toutes les contributions étant en open data, toute personne intéressée par la parole citoyenne peut l'extraire et l'analyser. Et que donc, la restitution qui sera retenue par les prestataires, qui sera peut-être transformée politiquement par le gouvernement, elle pourra être mise sous tension avec d'autres restitutions, d'autres analyses.
Merci beaucoup, Alice. On y voit beaucoup plus clair. On se dit, oh là là, le niveau des attentes est immense. Comment ne pas décevoir? On attend évidemment les réponses politiques. C'est pas tout de suite parce que la semaine prochaine, il y a un dernier épisode de Ça fait le débat. Elsa Mondingava prendra le relais pour nous expliquer encore et encore ces conférences citoyennes de Français tirées au sort. Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci à la rédaction, la régie, toute l'équipe CVR, Germain Andrieux, Fanny Saliou, Sylvain Poulet, Nitia Paqueri. Très bon week-end sur LCP.